Le tribunal était prêt à le renvoyer, puis il a déclaré: J'ai enterré 6 frères dans ce pays. La salle d'audience était bondée, mais pas au point de vouloir obtenir justice. Non, au point de vouloir un spectacle, une performance publique orchestrée, mise en scène sous de hauts plafonds et derrière du chêne poli. L'air était un mélange d'eau de Cologne onéreuse, de vieux bois et de la tension d'un trop grand nombre d'ordres du jour. Les caméras de télévision cliquaient sans relâche derrière les barricades, telles une rangée de vautours métalliques attendant leur chute publique. Les journalistes, assis, penchés sur leurs tablettes numériques et leurs bloc-notes jaunes, murmuraient des théories et aiguisèrent leurs questions, leurs yeux se fixant sur la porte à chaque grincement. Il n'y avait plus de place dans la galerie. Chaque banc était rempli de visages, certains l'air grave et critique, d'autres les yeux écarquillés de curiosité. Tous voulaient voir la chute de Dominic Wade. Et puis les portes s'ouvrirent. Dominic entra dans la salle d'audience avec une présence calme et posée, ni pressé ni hésitant. Il se déplaçait comme quelqu'un qui avait déjà traversé pire. 37 ans, ancien infirmier de l'armée, fils du South Side, il portait un costume bleu marine simple, bon marché, repassé et propre. Autour de son cou, sous le col de sa chemise, pendait une plaque d'identité militaire qui tintait doucement contre sa poitrine à chaque pas. Cette plaque avait vu plus de sang que la plupart des hommes présents. Elle n'avait jamais été polie. Elle portait les cicatrices du sable, de la guerre et du temps. Tandis qu'il franchissait les rangées d'observateurs, tous les regards le suivaient, certains avec pitié, d'autres avec suspicion, et quelques-uns avec une pointe de peur. Il ne leur rendait aucun regard. Son expression était sculptée dans le silence, un masque de détermination qui refusait d'être déchiffré. Pour un œil non averti, il n'avait pas l'air d'un homme accusé d'incitation à l'émeute, de destruction de biens fédéraux et d'entrave au maintien de l'ordre. Il ressemblait à quelqu'un d'un autre temps, quelqu'un façonné par des batailles que le monde avait oubliées. Mais cela n'avait aucune importance ici. Dans cette salle d'audience, la vérité devait crier pour être entendue, et parfois même, elle était réduite au silence. Une semaine plus tôt, Dominic se tenait devant la résidence du gouverneur, en silence, les bras croisés, entouré de centaines d'autres personnes, tenant des bougies et des pancartes. Ils étaient là pour Khalil Green, un adolescent de 17 ans, retrouvé mort en garde à vue, avec un traumatisme crânien, des contusions aux côtes et une blessure à la colonne vertébrale qu'un médecin légiste a discrètement admise comme ressemblant à celles observées lors d'accidents de la route à fort impact. Il y avait eu des caméras piétons, mais les images ont disparu. Les caméras embarquées n'ont pas enregistré. Les rapports se contredisaient. Et finalement, les policiers impliqués ont repris leur travail, sans inculpation ni mise en cause. Dominic avait été celui qui avait parlé, ni avec colère, ni avec violence. Il avait appelé au calme, à l'unité, à ne pas répondre à la violence par la même chose. Mais le pouvoir écoute rarement lorsqu'il est remis en question. 2 jours plus tard, lors d'une nouvelle manifestation, la paix s'est effondrée. Des briques aux fenêtres, de la fumée dans l'air, une voiture de patrouille consumée par les flammes. Et dans le chaos, le nom de Dominic émergea au cœur de la tempête. Les témoins se contredisaient. Certains disaient l'avoir vu tenter de calmer la foule. D'autres juraient qu'il avait donné le premier coup de poing. Aucun ne pouvait fournir de preuves. Peu importait. Le gouvernement avait trouvé son coupable. Il était devenu plus qu'un homme pour eux. Il était un symbole. Un point de ralliement pour ceux qui réclamèrent le changement, et une menace pour ceux qui profitaient du statu quo. Il n'était plus un médecin décoré, ni un mentor pour les jeunes en difficulté, ni un homme qui avait discrètement enterré plus de membres de sa famille que la plupart ne pouvaient en supporter. Il était devenu un danger. Et les dangers, dans ce système, ne devaient pas être compris. Ils devaient être réduits au silence. L'avocat de Dominic, Michael Dunbar, attendait assis à la table de la défense.
Son costume était froissé et les cernes sous ses yeux suggéraient une vie arrosée de trop de café et de trop peu de repos. Défenseur public de droit, mais soldat à part entière. Pas du genre à se battre avec des balles, mais avec des coupures de papier et des nuits blanches. Il avait défendu des hommes coupables de péché et d'autres coupables uniquement d'être pauvres. Mais le cas de Dominique le rongeait différemment. Il ne s'agissait pas d'une émeute. Il ne s'agissait même pas de Khalil Green. Il s'agissait d'un système qui se défendait contre toute responsabilité, d'un pouvoir se protégeant par tous les moyens. Et à la façon dont l'équipe de l'accusation était alignée, 3 avocats en costume, des agents fédéraux assis au premier rang, et le juge qui observait comme un homme lisant une histoire dont il connaît déjà le dénouement, Dunbar le sentait. Ce procès n'était pas une question de culpabilité. Il s'agissait de contrôle. À huis clos, ce contrôle avait changé de main comme de la contrebande. De hauts gradés avaient commencé à prendre des décisions. Pas le genre de conversation enregistrée dans les transcriptions, mais celles qui se déroulent à voix basse sur des lignes privées. Dominique avait servi sous les ordres du lieutenant-général Ashton Reed lors de son dernier déploiement. Reed, désormais nommé politiquement pour la stratégie de défense, s'était personnellement intéressé à l'affaire. Non pas par souci de justice, mais par effet de levier. Dominique avait contribué à révéler des faits de corruption pendant son séjour à l'étranger. Et maintenant, il provoquait des troubles intérieurs. Certains y voyaient une trahison déguisée en militantisme. D'autres craignaient ce qu'il pourrait révéler d'autres. Et puis il y avait les procureurs, menés par le procureur adjoint Franklin Royce, un homme plus connu pour son ambition que pour son intégrité. Royce avait bâti sa carrière sur des condamnations retentissantes, la plupart symboliques. Il savourait la caméra, les extraits sonores, la gravité des gros titres. L'affaire de Dominique, si elle était bien menée, pourrait le propulser au poste de procureur général de l'État. Il ne voulait pas de procès. Il voulait des aveux, un effondrement, une chute publique. Et le juge Callahan, cheveux argentés, air froid, avait présidé suffisamment d'affaires politiquement sensibles pour savoir quand des pressions venaient d'en haut. Son cabinet avait reçu une visite surprise 3 jours auparavant. Une conversation discrète avec un agent de liaison fédérale, pas de traces écrites, pas de notes, juste un rappel que le pays observait, que la tension était palpable dans les rues et que, parfois, l'intérêt général exigeait une réponse rapide. Le message était clair. Faire taire le bruit, contenir les dégâts et passer à autre chose. Dominique prit place à côté de Dunbar sans un mot, les mains jointes sur la table. La salle bourdonnait, mais il n'entendait rien. Son esprit dériva brièvement, non pas vers la manifestation ni vers l'arrestation, mais vers la mère de Khalil. Elle était restée à ses côtés le soir de la veillée, tremblante, une bougie à la main. Elle n'avait pas demandé de discours, seulement que le nom de son fils soit retenu. Dominique lui avait promis ce soir-là qu'il ne laisserait pas Khalil devenir un simple nom sur un tract, oublié dès la publication de l'article suivant. Cette promesse l'avait amené ici. Alors que le juge s'éclaircissait la gorge et rouvrait la salle, Dominique sentit le poids de l'attente peser sur ses épaules comme une armure. Il ne se faisait pas d'illusions. Il ne croyait plus au procès équitable. Plus maintenant. Plus quand la machinerie du tribunal travaillait déjà à plein régime pour l'écraser. Mais il n'était pas là pour la rédemption. Il était là pour la dénonciation, pour la perturbation, pour la vérité, aussi coûteuse soit-elle. L'huissier appelait les chefs d'accusation. Un par un, les mots résonnaient dans la salle d'audience comme des coups de feu dans un champ calme. Incitation à l'émeute, destruction de biens fédéraux, entrave au maintien de l'ordre. Dominique écoutait, impassible. Son pouls ne s'accélérait pas. Sa respiration ne s'accélérait pas. Il avait entendu pire dans les ruelles de Bagdad et les arrière-salles des hôpitaux militaires. Il avait recousu des enfants de ses mains tremblantes et murmuré des mensonges à des soldats mourants sur l'arrivée des secours. Il savait à quoi ressemblait un véritable jugement. C'était du théâtre. Pourtant, le poids de la perception pesait sur lui. Les regards des inconnus le scrutaient à la recherche de signes de culpabilité. Les caméras traquèrent la faiblesse.
Les politiciens attendirent de prononcer son nom dans leur prochain discours. Dunbar se pencha légèrement, murmurant que le procès avancerait vite, trop vite. L'accusation avait déposé des requêtes pour limiter les témoignages. Des témoins clés étaient soudainement devenus indisponibles. Les images de surveillance qui auraient pu innocenter Dominic avaient été jugées incomplètes, et toute référence à Khalil Greene avait été qualifiée de préjudiciable, et donc irrecevable. Tout cela était intentionnel. Dominic regardait droit devant lui, les mains toujours jointes, les jointures blanches, non pas de peur, mais de souvenir. Il avait autrefois cru à la structure de ce lieu, à la solennité des salles d'audience, à la justice de la loi. Mais la croyance avait une durée de vie limitée. Surtout pour des hommes comme lui. Il savait que ce n'était pas la justice. C'était une question de survie. Et s'il voulait s'en sortir, il devrait faire de leur performance son programme. Le juge demanda les plaidoiries, et l'accusation se leva, la voix rauque et assurée. Ils dépeignirent Dominic comme un radical, un perturbateur de la paix, un manipulateur qui avait transformé le chagrin en violence. Ils décrivirent la ville comme une poudrière et Dominic comme l'allumette. Ils le qualifièrent de dangereux, calculateur, incendiaire. Le langage était prudent, répété et mortel. Dunbar ne se leva pas, pas encore. Il observe la salle, observe les regards fuyants, la posture du juge, la chorégraphie tacite d'hommes qui savaient déjà où le marteau tomberait. Et pourtant, Dominic restait immobile. Il avait semé la zizanie, certes. Mais contrairement à eux, il était venu préparé. 2 semaines plus tôt, Dominic était assis au 2e banc des pompes funèbres Wainwright, immobile, les mains jointes sur les genoux. L'air était chargé d'une odeur écœurante d'encens, masquant l'odeur plus âcre des lys et du bois usé. D'épais rideaux marrons filtraient le soleil, plongeant la pièce dans une brume sépia. Les personnes en deuil parlaient à voix basse, leurs mots effleurant le silence comme des feuilles mortes sur le trottoir. La garde d'honneur militaire se tenait au garde-à-vous près du cercueil fermé, leur présence témoignant davantage d'une formalité que d'une révérence. Dominic regardait droit devant lui sans scier la mâchoire serrée. Il n'avait pas pleuré, plus depuis qu'il avait reçu l'appel. Elijah était parti. Cause, coup de chaleur. Lieu, une étendue aride de terrain d'entraînement dans l'ouest du Texas. Conditions, routinières. Clôture, aucune. Le gouvernement avait présenté l'affaire avec élégance, juste un autre décès malheureux en service. Mais Dominic savait qu'il n'y avait pas de doute. Elijah avait toujours été méthodique. Il ne négligeait jamais l'hydratation. Jamais poussé au-delà de ses limites. Il avait des projets, suivre une formation d'officier, terminer une maîtrise en travail social, peut-être même se présenter au conseil municipal un jour. Mais cette ambition le rendait problématique. Il avait dénoncé le sergent-chef Melvin Kirkland à 2 reprises, d'abord pour bizutage violent, puis pour coercition, de jeunes recrues noires contraintes au silence par les coups, la surveillance et, dans certains cas, les menaces contre leur famille. Elijah avait mis Dominic en copie de la dernière plainte au cas où. 2 jours après l'avoir envoyé, son corps avait été découvert face contre terre dans le désert, les lèvres gercées, les ongles cassés et la gorge meurtrie, des détails jamais mentionnés dans le rapport final. Dominic n'avait raconté à personne ce qu'il avait vu sur les photos de l'autopsie. Il n'y était pas obligé. Le silence qui régnait dans la pièce ce jour-là, la façon dont les amis d'Elijah s'agitaient sur leur siège, les regards échangés entre les hommes en uniforme et leurs homologues civils, tout cela murmurait des vérités plus fortes que des mots. Au repas, tandis que d'autres s'accrochaient à de faibles sourires et à un café tiède, Dominic sortit. Le vent de fin octobre cinglait sa veste, mais il l'accueillit avec plaisir. Appuyé contre le mur de briques du funérarium, il ferma les yeux. C'est alors qu'il remarqua l'enveloppe glissée sous l'essuie-glace de sa voiture. Pas de nom, pas d'adresse de retour.
Juste une enveloppe Kraft avec son nom tapé au centre en lettres majuscules. À l'intérieur, des images vidéo granuleuses, des notes internes estampillées confidentielles et des noms, expurgés, mais pas complètement. Il parcourut rapidement les documents, le cœur battant à tout rompre à chaque page, confirmant ce qu'il craignait. La prétendue émeute lors de la manifestation devant la résidence du gouverneur avait été orchestrée. Des agents infiltrés avaient été déployés dans la foule, leur mission simple. Inciter à la destruction, briser les vitres, mettre le feu, semer le chaos, puis prendre du recul et laisser le récit s'écrire. Le nom de Dominique apparaissait à plusieurs reprises dans les documents de planification. Agitateur de haut rang, risque charismatique, personne à neutraliser. Il n'était jamais question de violence, il était question d'élan. Et quelqu'un au pouvoir avait décidé que Dominic Wade allait trop vite, trop fort. De retour dans la salle d'audience, les murs semblaient se refermer, les chambres lambrissaient absorbant le bruit comme un vide. Le procureur adjoint Franklin Royce marchait avec l'assurance d'un homme convaincu de sa victoire. Ses mots étaient choisis pour le côté théâtral. Des expressions comme « escalade délibérée »,« trouble calculé » et « rhétorique anti-américaine » jaillissaient de sa bouche comme du venin. Il marchait au rythme d'un artiste, ponctuant ses phrases de gestes précis, présentant Dominique comme un maître manipulateur qui masquait l'extrémisme sous le langage de la paix. Le jury, un panel composé de 9 membres blancs et de 3 membres noirs, observait avec une immobilité prudente. Certains griffonnèrent des notes, d'autres semblaient mal à l'aise, comme s'ils se demandaient s'ils assistaient à un procès ou à une pièce de théâtre. Michael Dunbar, l'avocat commis d'office de Dominique, était assis, les doigts serrés contre les lèvres. Son regard était lourd, sa plainte plus ancienne que le dossier, et son silence stratégique. Il avait conseillé à Dominique de se taire, de laisser le processus se dérouler. Mais Dominique avait déjà vu le processus. Il ne pliait pas, il n'évoluait pas, il le consumait. Ainsi, tandis que Royce entamait un nouveau monologue affirmant que Dominique avait attisé les flammes de l'insurrection, Dominique se leva de son siège. La salle se tut. Même les doigts du sténographe judiciaire s'arrêtèrent au milieu de la frappe. Michael lui lança un regard, faible et désespéré, mais Dominique l'ignora. Sa voix s'éleva lentement, chaque mot porté par le poids de quelque chose de plus ancien que la colère, la détermination. Il ne s'exprima ni sur le ton de la protestation, ni sur celui de la défense. Il parle comme quelqu'un qui décharge une vérité trop longtemps fermentée dans le silence. Il parle de ses frères. 6 hommes qui avaient tous porté l'uniforme ou lutté pour rester à l'écart des ennuis dans un système conçu pour les écraser. 3 avaient péri en terre étrangère, leur mort marquée de médailles et de drapeaux pliés. Les autres se sont tournés vers la drogue, les balles perdues, et maintenant, Elijah. Pas de médaille pour ça. Juste de la paperasse et des excuses froides. Il rappela au tribunal que sa famille avait donné plus à ce pays que la plupart des personnes présentes ne le feraient jamais. Pourtant, le prix de ce sacrifice avait été le chagrin et le silence. Et pourtant, malgré tout, ses frères avaient cru au changement. Non pas par naïveté, mais par nécessité, parce que croire au changement était la seule façon de survivre. « Je ne les laisserai pas être enterrés en vain », déclara Dominique d'une voix ferme. Le silence qui suivit fut épais, presque révérencieux. Royce, pour une fois, ne s'empressa pas d'objecter. Le juge Callahan baissa les yeux de son banc, l'air indéchiffrable, mais ses doigts se crispèrent sur son marteau. Les journalistes se figèrent en plein gribouillage. Le jury resta immobile. Dominique s'assit lentement, la respiration mesurée, le regard impassible. Il n'avait pas parlé pour faire de l'effet. Il ne cherchait pas la sympathie. Il faisait une promesse. Ce procès n'était pas la fin pour lui. C'était le début de quelque chose qu'il n'avait aucune intention d'abandonner. Derrière lui, dans la galerie, quelques têtes hochèrent la tête, de petits gestes de solidarité presque imperceptibles. D'autres regardaient simplement,
sans savoir s'ils avaient été témoins d'un acte de défiance ou d'une prophétie. La salle d'audience exhala collectivement. Royce s'éclaircit la gorge et retourna à ses notes. Mais le rythme était rompu. La représentation avait craqué. Le juge Callahan frappa une fois le marteau, signalant la suspension. Dominique resta assis, sa plaque d'identité froide contre sa poitrine, tandis que la salle se vidait lentement. Il n'allait nulle part. Peu après la déclaration de Dominique, le lent dénouement commença, d'abord discret, comme le léger bourdonnement d'un fil défectueux, puis plus fort, plus féroce, comme une mèche qui brûle vers l'explosion. Michael Dunbar, prudent de nature et marqué par trop d'affaires qui ont mal tourné, déposa une requête en urgence juste avant le coucher du soleil, un lundi. Elle était précise, sans faille, étayée par des termes ancrés dans la jurisprudence. L'enveloppe que Dominique avait reçue, remplie d'images de l'émeute orchestrée, de notes internes et de listes partielles d'agents infiltrés, était accablante. Elle suffisait, pensait Dunbar, non seulement à disculper Dominique, mais aussi à révéler une opération calculée visant à déstabiliser le mouvement de protestation. Une telle requête aurait dû prendre des jours à être traitée, débattue et fixée pour audience. Au lieu de cela, elle fut bloquée en quelques heures, ensevelie sous le poids d'une directive de sécurité nationale scellée. Dunbar fixa l'avis de rejet avec incrédulité, le ton laconique du juge se répétant dans sa tête comme une boucle. Requête rejetée, document considéré comme une menace pour l'ordre public et l'intérêt national. Aucune explication, pas d'appel, juste une signature tamponnée et un avertissement silencieux. Le lendemain matin, il était clair que quelqu'un de plus haut placé avait tiré les ficelles. Des rumeurs commencèrent à circuler dans les coulisses juridiques, des rumeurs selon lesquelles le bureau du sénateur Randall Breckmore effectuait des appels discrets. Breckmore, un conservateur de la vieille garde du Texas, avait bâti son héritage politique sur des politiques sécuritaires radicales. Il avait tout à perdre si l'affaire Dominique devenait un symbole de corruption d'État. L'enveloppe anonyme ne menaçait pas seulement l'intégrité du procès, elle braquait les projecteurs sur Vanguard International, un puissant entrepreneur de prison privée lié à la campagne de Breckmore et au fonds de réélection du gouverneur. La même entreprise qui avait investi des millions dans le lobbying pour un durcissement des lois sur les manifestations. La même entreprise qui avait obtenu des contrats sans appel d'offres pour héberger le trop-plein de manifestants détenus. La même entreprise qu'Elijah avait pointé du doigt dans sa plainte finale, l'accusant de contraindre les recrues au silence lors de scénarios d'entraînement expérimentaux reproduisant des opérations de contrôle de foule en temps réel. Tout était lié. Dominique le savait. Dunbar commençait à le savoir aussi, et ceux qui tentaient de dissimuler cette vérité ne se contentaient plus de se défendre. Ils s'employaient activement à démanteler toute voie de révélation. Cette semaine-là, la pression s'intensifia. Les journalistes qui avaient autrefois traité Dominique comme une simple accroche ambulante commencèrent à creuser plus profondément. Un officier à la retraite envoya une information confidentielle à un bureau de New York. Un ancien consultant en sécurité de Vanguard contacta une équipe d'enquêteurs indépendants. Le récit changeait. Dominique n'était plus seulement le visage d'une émeute. Il était un fil conducteur. Et si on le tirait suffisamment fort, il pouvait démêler la trame même du système qu'il ciblait. Des agents fédéraux commencèrent à apparaître dans des endroits étranges. Les appels de Dunbar étaient sur écoute. Il le sentait. Les conversations étaient interrompues au milieu d'une phrase, des parasites bourdonnant à la lisière de chaque mot. Un matin, en arrivant à son bureau, il trouva la porte entr'ouverte, la serrure cassée. À l'intérieur, les tiroirs avaient été vidés, les dossiers disparus, les disques durs arrachés de leur support. Son assistante, Nina, n'était pas venue ce jour-là. Le soir, il apprit qu'elle avait envoyé une lettre de démission par courriel, courte, machinale, manifestement rédigée sous la contrainte. Elle ne répondit pas à ses appels de relance. Son numéro était coupé. Le lendemain, le juge Callahan avança la date du procès sans explication. Personne ne protesta. Personne ne pouvait le faire.
C'était comme si le temps lui-même était devenu une arme contre eux. Chaque heure était désormais un compte à rebours, chaque minute un effacement. Dominique observait tout cela avec une immobilité qui inquiétait même Dunbar. Il ne broncha pas, ne jura pas, ne posa aucune question. Il avait déjà accepté que le système ferait tout pour l'écraser. Mais ce qu'il ignorait, c'est qu'il ne se battait pas seul, pas entièrement. Elijah lui avait laissé bien plus que du chagrin. Un dernier morceau. Dans les plis du drapeau de cérémonie offert à Dominique lors des funérailles d'Elijah, se trouvait une clé USB. Dominique l'avait gardée scellée pendant des semaines, incertain s'il s'agissait d'un ultime geste ou d'un secret trop explosif pour être révélé. Mais maintenant, alors que tout s'effondrait autour d'eux, il savait que c'était la seule carte qui lui restait à jouer. Dans un moment de silence avant la suspension d'audience, alors que l'agitation de la salle d'audience se réduisait à des murmures et que l'huissier s'était éloigné, Dominique se pencha vers Dunbar et lui glissa la clé dans la main. Aucun mot n'échangea entre eux. Juste un regard, empli d'épuisement et de calme résolution. Dunbar la mit dans sa poche, puis passa les 5 heures suivantes à en décrypter le contenu depuis un ordinateur portable emprunté dans la salle de repos d'un clerc. Ce qu'il trouva faillit le briser. La clé contenait une conversation, enregistrée secrètement par une caméra corporelle qu'Elijah avait portée pendant son entraînement. Les voix étaient sans équivoque. L'une appartenait à un colonel de haut rang, l'autre à un haut fonctionnaire de l'État étroitement lié au cabinet du gouverneur. Il parlait en code, mais le message était clair. Dominique avait un problème de portée, quelqu'un dont la visibilité posait des risques pour la réputation nationale. Ils évoquaient des stratégies de confinement, surveillance, attaque personnelle et même encadrement juridique. Les phrases étaient lourdes de sens. Neutraliser l'élan, contrôler le récit, le rendre radioactif. C'était un plan, une stratégie pour discréditer et isoler Dominique avant qu'il ne puisse provoquer un changement plus profond. Le lendemain matin, Dunbar arriva tôt au tribunal, preuves en main, prêt à présenter la clé USB comme un tournant décisif pour la défense. Il déposa sa requête juste avant que le juge ne prenne ses fonctions, l'urgence transparaissant dans chaque mot. Mais à la reprise de l'audience et alors que Dunbar s'apprêtait à diffuser la vidéo au jury, un événement étrange se produisit. Les écrans de projection restèrent éteints. Le système audiovisuel de la salle d'audience, impeccable depuis des semaines, tomba soudainement en panne. Un technicien fut appelé mais renvoyé avant même d'avoir touché un seul fil. Le juge Callahan se pencha en avant, la voix basse et autoritaire, déclarant les preuves irrecevables, obtenues par des moyens illégaux. Il refusa même qu'un résumé de son contenu soit présenté. Pas de témoignage, pas de transcription, rien. La confusion s'empara de la salle d'audience. Dunbar protesta, plus fort que jamais. Les journalistes s'efforçaient de comprendre ce qui venait de se passer. Les jurés s'agitèrent, visiblement perturbés, mais Dominique ne bougea pas. Il se leva lentement de sa chaise, comme il l'avait fait auparavant, les mains le long du corps, et se tourna vers la salle. Il ne créa pas, il ne supplia pas. Sa voix résonna comme un glas, mesuré et lugubre. Il se demanda à quoi servait la loi, si elle ne pouvait pas protéger ceux-là même qu'elle prétendait servir. Il s'interrogea sur l'utilité d'un tribunal qui étouffait la vérité tout en amplifiant les mensonges. Il n'était pas en colère. Il était en deuil. Pas seulement pour Elijah, pas seulement pour lui-même, mais pour le pays qu'ils avaient tous deux cru pouvoir être meilleur, même s'il avait pris l'habitude de briser ceux qui essayaient. Et pour la première fois, le jury considérait Dominique non pas comme un symbole, ni comme une menace, ni comme un titre, mais comme un homme, un frère, un fils. Une personne accablée par la perte et pourtant refusant d'abandonner la vérité. Le silence dans la salle d'audience n'était pas vide, c'était une reconnaissance. Le marteau claqua une fois, mais l'écho persista. Quelque chose avait changé, pas assez pour arrêter ce qui allait arriver, mais suffisamment pour que cela ne soit pas oublié.
Le procès devait durer 2 semaines. Il s'est terminé en 6 jours. La salle d'audience avait donné l'impression d'un train au ralenti fonçant vers un accident inévitable, le rythme dicté par des manœuvres procédurales et des témoignages serrés. Les témoins allaient et venaient comme des ombres sous des néons intenses. Chaque déposition plus terne que la précédente, chaque contre-interrogatoire soigneusement neutralisé par des objections soutenues avant que la vérité ne puisse respirer. Le juge Callahan présidait avec un air de finalité, son marteau claquant comme un destin scellé. L'accusation avait agi avec une assurance agressive, le ton imprégné d'une certitude éprouvée. Dominic Wade, assis entre 2 avocats commis d'office sous-financés, avait à peine parlé. Son silence n'était pas un acte stratégique. C'était la seule option laissée à un homme dont personne ne voulait croire l'histoire. Dans la salle d'audience, le juge n'eut pas le choix. Il décréta une suspension d'audience. La salle se vida rapidement, mais non sans tension. Les gens s'attardaient aux abords, hésitant à espérer. Dominique resta assis, les mains toujours liées, même si les chaînes commençaient à se desserrer. Il ne dit rien. Il regarda l'accusation chuchoter, déplacer des documents, tenter de reprendre pied sur un terrain qui ne tenait plus. La vérité avait finalement pris le dessus sur les mensonges. Lors de la dernière audience, le tribunal reprit ses travaux sous un ciel aussi gris que l'ambiance qui régnait dans la ville. La pluie s'était mise à tomber en une bruine lente et régulière. Un léger crachin à l'extérieur des fenêtres. À l'intérieur, l'air était dense. Le juge Callahan semblait ébranlé. L'assurance qu'il portait autrefois comme une robe s'était amenuisée. Il ne regarda pas la galerie. Son regard se posa uniquement sur Dominique, comme aux prises avec un fardeau qu'il ne savait pas nommer. D'une voix qui trahissait son rythme habituel, le juge accéda à la requête. D'un ton modéré, les lèvres pincées, il fixait l'homme devant lui, non pas l'accusé, ni le numéro de l'affaire, mais l'homme lui-même. Il reconnaissait que l'épreuve nouvellement examinée non seulement remettait en cause la chronologie de l'accusation, mais révélait une omission délibérée. Les images montraient ce que le rapport initial n'avait jamais mentionné. Dominique tentant d'apporter son aide et non de nuire. Une scène chaotique recadrée non par des mots, mais par ce qui ne pouvait plus être nié. À la lumière des nouveaux développements, commença le juge, chaque mot s'imposant comme une pierre dans le silence, et après examen des preuves à décharge, toutes les charges retenues contre M. Wade sont abandonnées. Il n'y eut pas d'applaudissements, pas de murmures, juste un silence pesant, vertueux. C'était le genre de silence qui pèse, celui des cortèges funèbres, pas des salles d'audience, le genre de silence qui ne célébrait pas, car célébrer exigeait justice, et ce n'était pas cela. C'était une correction, un silence saccadé dans une machine qui n'avait jamais été conçue pour s'arrêter. L'huissier ouvrit les menottes. Dominique se leva lentement, les mains relâchées, les épaules encore hésitantes. Ses avocats restèrent immobiles, presque effrayés à l'idée de bouger. À quelques mètres de là, quelqu'un ravala ses larmes. Ni joie, ni soulagement, juste épuisement. Une fatigue profonde, bouleversante, d'avoir vu un autre homme presque englouti tout entier. À l'extérieur du tribunal, la ville s'était rassemblée. La nouvelle s'était répandue que le verdict tomberait aujourd'hui, et malgré la pluie, les gens attendaient. Certains brandissaient des pancartes, d'autres des bougies. Tous attendaient. Dominique monta sur les marches du palais de justice sous un ciel qui refusait de s'éclaircir. Les journalistes se précipitèrent, leurs micros tendus comme des lances. Les questions se superposaient dans un mur de bruit. Qu'avez-vous à dire? Que se passe-t-il ensuite? Vous sentez-vous justifié? Il ne dit rien. Il posa une main sur sa poitrine, là où les plaques d'identité d'Elijah étaient maintenant accrochées à côté des siennes, l'une abîmée et brûlée, l'autre encore propre. Leur poids était plus lourd que du métal. Elles étaient souvenirs, douleur, un lien plus profond que le sang. Il inspira une fois, lentement et délibérément, puis descendit les marches. Il n'était pas libre. Pas vraiment.
La liberté signifierait la sécurité, la paix, un monde où Elijah serait toujours en vie et où 6 frères n'auraient pas été enterrés sous prétexte de protocole. Non, il n'était pas libre, mais il n'était plus enchaîné par le silence. Le système n'avait pas changé. Ceux qui avaient inventé ce mensonge circulaient toujours librement, encaissaient toujours des chèques, étaient toujours assis derrière des bureaux, drapeaux au revers. La justice n'avait pas gagné, mais le système, insensible, mécanique, impitoyable, avait cédé. Il avait été contraint de s'arrêter ne serait-ce qu'un instant, ne serait-ce que pour lui. Et dans un pays où 6 frères gisaient sous terre, non vengés mais pas oubliés, c'était un début.